Papa, s'il te plaît, ne me quitte pas. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Ce furent les derniers mots que Maya Richardson sanglota contre la poitrine de son père alors qu'il rendait son dernier souffle dans cette chambre d'hôpital glacial. Mais elle n'en croyait pas ses yeux quand, à peine 24 heures après la mort de son père, 24 heures après avoir enterré la seule personne qu'il ait jamais vraiment aimée, son mari Marcus, se tenait devant un tribunal pour signer un acte de mariage avec sa maîtresse Vanessa, la femme qui avait murmuré « Enfin ». Quand le moniteur cardiaque du père de Mia a affiché un signal plat. Mia, enceinte de 6 mois d'un bébé qui ne connaîtrait jamais son grand-père, serrait contre elle la veste usée de son père qui portait encore son odeur, regardant à travers ses larmes son mari épouser sa maîtresse tandis que la terre de la tombe de son père était encore fraîche sous ses ongles après avoir déposé des roses sur son cercueil ce matin même. Mais ce qui a brisé le cœur de Maya en 1000 morceaux, au point qu'elle en avait le souffle coupé, ce n'était pas seulement de voir son mari épouser sa maîtresse 24 heures après la mort de son père. C'était l'enveloppe qui tremblait entre ses mains. L'enveloppe que son père mourant lui avait pressée dans la paume de sa main dans un dernier souffle, en murmurant « Ma petite, quand je ne serai plus là, ouvre ceci et souviens-toi, tu n'es jamais seule. Tu n'es jamais pauvre. Tu n'es jamais impuissante. Je m'en suis assurée. » Ce que Marcus ignorait, c'est qu'il embrassait sa maîtresse sur les lèvres qui aurait dû réconforter sa femme enceinte et accablée de chagrin. Ce que Vanessa ignorait, tandis qu'elle souriait triomphalement à la femme brisée encore vêtue de noir, c'est que le père de Maya, l'humble concierge qui avait lavé les sols d'une école primaire pendant 35 ans, qui avait travaillé les jours de Noël pour que Mia puisse avoir des cadeaux, qui avait mangé des ramen pour le dîner afin qu'elle puisse prendre des cours de danse, n'était pas qu'un simple concierge. Il était un milliardaire secret, dont la fortune s'élevait à 5,2 milliards, avait tout sacrifié pour inculquer à sa fille que le caractère primait sur l'argent, que l'amour valait plus que le luxe, qu'un bon cœur était le seul trésor qui comptait vraiment. Et exactement 2h47 plus tard, lorsque les mains de Mia cessèrent enfin de trembler suffisamment pour ouvrir le testament et hériter de 5 milliards, sa maîtresse, Vanessa, poussa un cri si rauque, si chargé d'horreur et de prise de conscience, qu'il résonna dans le parking comme le hurlement d'un animal blessé. « Oh mon Dieu, Marcus, tu as laissé. Milliardaire. Tu m'as divorcé d'un milliardaire. Que avons-nous fait? Mais voici la partie qui va te briser le cœur et le réparer. » 3 semaines avant sa mort, le père de Maya a appelé son avocat depuis son lit d'hôpital, la voix faible mais l'esprit vif, et lui a dit « Harold, écoute-moi attentivement. Mon gendre va quitter ma fille. Je le vois dans ses yeux. Il la regarde comme si elle était un fardeau, maintenant qu'elle est enceinte et que je meurs. Alors, je vous en prie, assurez-vous que lorsqu'il partira, croyant échapper à la misère pour une vie meilleure, il ne puisse jamais toucher à ce que je lui laisse. Placez-le dans une fiducie irrévocable. Rendons-la indestructible. Car lorsque ma petite fille découvrira qui elle est vraiment, je veux qu'elle sache que son papa l'a protégée même de la tombe. Écoutez-moi. Si vous vous êtes déjà senti abandonné, trahi ou sous-estimé, abonnez-vous immédiatement car l'histoire de Maya va vous montrer que parfois, ceux qui vous quittent vous rendent le plus grand service de votre vie. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez au karma. Si vous croyez que les bonnes personnes méritent justice, si vous croyez que l'amour, le véritable amour, est la seule chose qui dure éternellement. Et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire, avez-vous déjà perdu quelqu'un qui vous aimait plus que tout au monde? Parlez-moi de cette personne. Rendons-leur hommage, car cette histoire s'adresse à tous ceux qui ont un jour été protégés par quelqu'un qui a su reconnaître leur valeur quand personne d'autre ne le faisait. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, pour comprendre pourquoi le père de Maya savait exactement ce que Marcus allait faire, il nous faut remonter 24 heures en arrière, au moment où tout a basculé et s'est reconstruit simultanément. La chambre d'hôpital empestait le désinfectant et la mort. Maya était assise sur cette même chaise en plastique depuis 16 heures d'affilée. Sa main serrait celle de son père, tandis que les moniteurs égrenaient ses derniers instants en bip et en chiffres qui s'estompaient peu à peu. James Richardson, ou comme le monde le connaissait, un simple agent d'entretien parmi tant d'autres, gisait sous des draps blancs qui grisonnaient sa peau sombre, le faisant paraître plus petit qu'il ne l'avait jamais été aux yeux de sa mère. Il avait toujours été une figure emblématique à ses yeux. L'homme qui lui apprenait à faire du vélo le samedi matin avant de commencer son service. L'homme qui se présentait à chaque réunion parents-professeurs en uniforme, sentant le produit de nettoyage à base de pain et l'effort, assis sur ses petites chaises avec une telle fierté. Peu importait ce qu'il portait ou son air fatigué.
L'homme qui lui répétait chaque soir avant de s'endormir, « Tu es brillante. Tu es précieuse. On t'aime plus que tout. » Et maintenant, il la quittait. Le cancer avait progressé rapidement et fulgurant. 3 mois seulement s'étaient écoulés entre le diagnostic et ce moment. Un cancer du pancréas de stade 4. Au moment où ils l'ont détecté, les médecins avaient estimé qu'il lui restait peut-être 6 mois à vivre avec le traitement. Il avait à peine tenu 12 semaines. Le téléphone de Maya vibra sur ses genoux. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, les larmes aux yeux. Son mari, Marcus, disait le message. « Toujours à l'hôpital ? Ma présentation a été reportée à demain matin. Je vais dormir chez Dave ce soir pour préparer. Ne m'attends pas. » Elle fixa les mots, une sensation glaciale l'envahissant. Son père était en train de mourir, là, maintenant. Marcus était préoccupé par une présentation commerciale. Elle ne répondit pas. Elle retourna le téléphone et serra plus fort la main de son père. Ses yeux s'ouvrirent, toujours aussi vifs, toujours les yeux de son papa, alors même que tout le reste s'éteignait. « Maya » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Ma belle-fille. Je suis là, papa. Je suis là. J'ai quelque chose à te dire. » Il avait du mal à respirer. Le respirateur sifflait à côté de lui. « Important. Écoute bien. Garde tes forces. On pourra parler quand tu iras mieux. »« Non, mon chéri. » Sa prise se resserra avec une force surprenante. Plus de faux-semblants. « Ça y est, et tu dois tout savoir. » Les larmes de Maya coulaient plus vite. « Papa, s'il te plaît. » « Dans mon appartement, » poursuivit-il. Chaque mot, chaque effort. Le placard de la chambre. Une vieille boîte à chaussures Nike. Un double fond. Il y a une clé. Une clé. Un coffre-fort. Banque nationale de Première Nation. Coffre 1247. Il toussa, tout son corps tremblant. Tout ce dont tu as besoin est là. Tout ce que j'aurais dû te dire il y a des années. Je ne comprends pas. Tu comprendras. Leurs regards se croisèrent. Et dans ses yeux, elle vit quelque chose d'inédit. La peur. Non pas de mourir, mais d'être prise au dépourvu. Promets-le-moi. Promets-moi que tu iras. Promets-moi de ne rien dire à personne tant que tu n'auras pas compris. Je te le promets. Pas à Marcus. Sa voix se fit soudain plus forte. Surtout pas à Marcus. Maya retint son souffle. Quoi ? Pourquoi ? Parce que je le vois, ma chérie. Je vois comment il te regarde maintenant que tu es enceinte. Maintenant que je suis malade, comme si tu étais un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Sa respiration devenait superficielle. J'ai ajouté quelque chose à mon testament il y a 3 semaines. Une protection pour toi, pour mon petit enfant. Papa, de quoi parles-tu ? Mais les machines changeaient de rythme. Les bips s'espacent de plus en plus. Une infirmière entre précipitamment, vérifie les moniteurs, et son visage en dit long à Maya. « Monsieur Richardson, » dit-elle doucement. « Souhaitez-vous que nous… » « Non, » murmure James. « Pas de machine, juste ma fille. » L'infirmière hoche la tête et sort discrètement en refermant la porte. James regarde Maya, et malgré tout, il sourit. « Tu sais quel a été le plus beau jour de ma vie ?» Maya secoua la tête, incapable de parler à cause des sanglots. « Le jour où ta maman t'a mise dans mes bras. Tu étais si petite, si parfaite. Et je t'ai regardée et j'ai pensé, c'est ça. C'est pour ça que je suis née. Pas pour l'argent, pas pour le pouvoir, pas pour tout ce que ma famille a essayé de me faire désirer. Juste toi. Je t'aime, maman. » La voix de Maya se brisa. Sa mère était morte en lui donnant naissance. Elle ne l'avait jamais connue. C'était une institutrice, belle, gentille, la pureté incarnée. Son regard était maintenant absent, comme s'il voyait quelque chose que Maya ne pouvait pas voir. Ma famille la détestait. Ils disaient qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle était dans notre classe. Ils m'ont laissé le choix. Elle ou l'héritage. Quel héritage ? Je l'ai choisi, ma chérie. J'ai toujours choisi l'amour, et quand elle est morte en te donnant la vie, je t'ai choisi toi. J'ai renoncé à des milliards pour t'élever correctement, pour t'apprendre ce qui compte vraiment. Maya avait la tête qui tournait. Des milliards, papa, quoi ? Mon vrai nom est James Hartwell III.
Chaque mot lui paraissait plus difficile à prononcer. Hartwell Industrial Holdings, l'empire de mon grand-père. J'étais censé en prendre la relève. J'étais censé épouser une jeune fille de bonne famille choisie par ma mère. Mais j'ai rencontré ta mère lors d'une soirée de charité et j'ai su, quelle était ma vraie vie. Alors je suis partie, j'ai changé de nom, j'ai trouvé un boulot de laveur de sol, et je ne l'ai jamais regretté. Pas une seule fois. Tu as toujours été riche. Maya n'arrivait pas à y croire. Son père, qui enchaînait les doubles journées, qui conduisait une voiture rafistolée avec du ruban adhésif, qui lui préparait tous les jours des sandwichs au beurre de cacahuète parce que c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Pas riche, ma chérie. Aisé. Il y a une différence. Être riche, c'est posséder. Tu es riche, c'est certain. Il sourit malgré sa douleur. Et toi, ma chérie, tu es la personne la plus riche que je connaisse. Tu as du caractère, de l'intégrité, un cœur si grand qu'il m'effraie parfois. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je voulais que tu grandisses normalement. Que tu épouses quelqu'un qui t'aime, toi, et non ton compte en banque. Que tu prennes conscience de ta propre force. Sa respiration était maintenant laborieuse. Mais je n'ai jamais cessé de la gérer. L'argent, le faire fructifier, le protéger pour toi. Les moniteurs hurlaient. Maya voulait appeler les infirmières, mais elle ne pouvait pas lâcher sa main. L'enveloppe, Alta James. Dans le coffre-fort, tout est expliqué. Les fiducies, les protections et le bébé. Il la serra contre lui de toutes ses forces. Fais confiance au plan. Je sais que ça va faire mal. Je sais ce qui t'attend, mais fais confiance au plan. Qu'est-ce qui t'attend, papa? Que veux-tu dire? Mais ses yeux se fermaient. Tu n'es jamais seule. Tu n'es jamais pauvre. Tu n'es jamais impuissante. Je m'en suis assurée. Papa, non. Je t'aime, Maya, plus que tout l'argent du monde. Tu es mon plus grand trésor. Et puis il est parti. Comme ça. Les machines se sont arrêtées. Le son résonna dans les oreilles de Mia comme la fin de tout. Elle s'effondra sur sa poitrine, sanglotant si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Serrant contre elle sa vieille chemise de travail, elle inspira une dernière fois son odeur. Savon Irish Spring, café et amour. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Elle n'a pas entendu les infirmières entrer. Elle ne les a pas entendues lui dire doucement qu'il était temps de la laisser partir. Elle n'a entendu que le silence, là où résonnait la voix de son père. Et dans sa poche, son téléphone a vibré de nouveau. Marcus. Salut, chérie. La copine de Dave est là aussi. On va tous prendre un verre. Ça risque de durer tard. Ça va. Maya fixait le message à travers ses larmes, les mots de son père résonnant en elle. Je vois bien comment il te regarde, comme si tu étais un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Elle le comprenait enfin, elle aussi. La pluie s'abattait sur le cimetière d'Evergreen, comme si le ciel lui-même était en deuil. Maya se tenait au bord de la tombe de son père, sa robe noire trempée, la main posée sur son ventre arrondi, tandis que les paroles du pasteur se perdaient dans un murmure indistinct. Elle ne l'entendait pas, tant le vacarme résonnait dans sa tête, cette voix désespérée hurlant que ce n'était pas possible, que d'une seconde à l'autre, son père allait arriver derrière elle et dire « Juste une petite fille, je ne vais nulle part ». Mais le cercueil en acajou qu'on descendait dans la terre disait le contraire. Les roses qu'elle avait déposées dessus, ses préférées, jaunes, commençaient déjà à faner sous la pluie, leurs pétales emportés par la boue. Il y avait une trentaine de personnes, d'anciens collègues de l'école primaire, quelques voisins, des cousins éloignés venus par obligation, des gens que Maya reconnaissait à peine. Son père avait vécu discrètement, aimé profondément, et était mort, laissant un vide immense que Maya avait du mal à combler. Marcus se tenait à côté d'elle, mais il semblait venir d'une autre planète. Il tenait un parapluie au-dessus de sa tête, pas de la sienne. Il consultait son téléphone toutes les quelques minutes, la mâchoire serrée d'impatience. Lorsque le pasteur a dit « Tu retourneras à la poussière, tu retourneras à la poussière », Marcus a soupiré assez fort pour que Mia l'entende. Elle l'a regardé, puis l'a vraiment regardé, et a vu un étranger. Cet homme qui avait promis de l'aimer dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire, était incapable de feindre la compassion face à sa perte immense. Après la cérémonie, tandis que les gens défilaient pour présenter leurs condoléances, Mia ne s'en souviendrait jamais.
Marcus se pencha vers elle et murmura « Je dois y aller. J'ai un rendez-vous avec des clients. » Mia se tourna lentement vers lui. « Une histoire. »« Marcus, on vient d'enterrer mon père. »« Je sais, ma belle, et je suis désolée, mais cette affaire est en préparation depuis des mois. »« Je ne peux pas. Ta femme vient d'enterrer son père. » Sa voix était plate. « Sans vie. Et toi, tu as une histoire. » Il eut la décence d'avoir l'air mal à l'aise. « Écoute, tu as du monde ici. Tout ira bien. Je te verrai à la maison plus tard. » Il l'embrassa sur le front. Rapidement, brièvement, comme on caresse un chien, puis s'éloigna. Sous la pluie battante, il sortit son téléphone avant même d'avoir atteint sa voiture. Mia le regarda partir, le cœur serré, sans pouvoir encore nommer la douleur qui l'envahissait. Une femme âgée s'approcha de Madame Chen, qui avait travaillé à l'accueil de l'école de son père. Elle serra Maya dans ses bras avec force, une étreinte qui sentait la lavande et la naphtaline. « Ton papa était le meilleur homme que j'ai jamais connu, » murmura-t-elle. « Il parlait de toi tous les jours. Tu étais tout son univers. » Maya était incapable de parler. Elle hocha simplement la tête, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. « Il m'a dit quelque chose il y a quelques semaines, » poursuivit Madame Chen. « Il a dit, Hélène, ma petite fille est plus forte qu'elle ne le croit, et bientôt elle aura besoin de toute cette force. » Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire à l'époque. Mais Maya, ma chérie, quoi que tu traverses, quoi qu'il arrive, tu as le sang de ton papa dans les veines. Ça veut dire que tu as du cran. La vieille femme lui serra la main une fois et s'éloigna, laissant Maya seule sous la pluie, ces mots résonnant encore en elle. Quoi qu'il arrive, son père le savait. D'une manière ou d'une autre, il le savait. Ce soir-là, Mia resta assise seule dans le petit appartement de son père, entourée par la vie qu'il avait bâtie. Le canapé usé jusqu'à la corde qu'il possédait depuis 20 ans. La télévision qui ne captait que 3 chaînes. La table de la cuisine où il l'avait aidé à faire ses devoirs tous les soirs. Où ils avaient partagé d'innombrables dîners, où il lui avait appris que les meilleures conversations se déroulaient autour d'un repas simple et d'un amour sincère. Elle aurait dû emballer ses affaires, trier ses effets personnels, accomplir toutes les tâches pratiques qui suivent un décès. Mais elle était incapable de bouger. Assise là, vêtue de sa vieille veste, elle respirait encore son odeur naissante, essayant de comprendre ce qu'il avait voulu dire à propos du coffre-fort, de la protection, d'être un pilier. Son téléphone sonna. « Marcus. »« Salut, » dit-il, le bruit de fond étant fort derrière lui. De la musique, des rires. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« Ça va ? Où es-tu ? » ?»« Je viens de dîner avec l'équipe. Tu sais comment c'est. J'avais besoin de décompresser après les funérailles. Journée éprouvante. Vraiment éprouvante. Comme s'il avait lui-même enterré son père. Tu rentres quand ? Probablement tard. On ira peut-être boire un verre après. Tu devrais te reposer. Tu as l'air épuisé. J'ai l'air épuisé. Sa voix s'est brisée. Marcus, j'ai enterré mon père aujourd'hui. Je sais, chérie. C'est pour ça que je te dis de te reposer. Il semblait irrité, comme si elle était déraisonnable. Écoute, je dois aller commander à manger et prendre un bain. À demain. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre. Maya resta assise, les yeux rivés sur son téléphone, quand elle le vit, une notification en haut de l'écran. Marcus avait été tagué sur une photo Instagram. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Il était là, dans un restaurant branché dont elle n'avait jamais entendu parler, assis dans un box. Et à côté de lui, collée contre lui, riant à une de ses blagues, se trouvait une femme que Maya n'avait jamais vue. Belle, élégante, vêtue d'une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Mia. La légende disait « On fête un nouveau départ avec mes personnes préférées, notamment Marcus Rich. » Oh, Vanessa Chen, directrice marketing senior dans l'entreprise de Marcus. Maya avait déjà entendu ce nom. Marcus parlait parfois d'elle, sa chef, la femme avec qui il avait toujours des réunions. Mia cliqua sur le profil de Vanessa. C'était public, rempli de photos de restaurants chics, de vacances de luxe, de vêtements de créateurs, la réussite incarnée. Et là, 3 photos plus bas, il y en avait une autre.
Marcus et Vanessa, son bras autour de sa taille, sa main sur sa poitrine, tous deux souriant comme s'ils avaient gagné au loto. Publié il y a 6 semaines. Alors que le père de Maya se mourait, que Mia passait toutes ses nuits à l'hôpital, que son monde s'écroulait, la légende disait « Quand on sait, on sait ». La vision de Mia se brouilla. Elle fit défiler les photos. D'autres. Marcus et Vanessa à un concert, à la plage, dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel, bien que cette dernière photo fût plus soigneusement recadrée. Leur liaison durait depuis des mois, peut-être plus, alors que Maya était enceinte de lui et que son père était mourant. Alors qu'elle se noyait dans le chagrin, la peur et la solitude, Marcus, lui, construisait une toute autre vie avec quelqu'un d'autre. Elle courut aux toilettes et vomit, son corps rejetant la réalité comme un poison. Lorsqu'elle cessa enfin de trembler, elle se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Son visage était pâle. Son ventre de femme enceinte pressait contre la veste trop grande de son père. Elle avait l'air de ce qu'elle était, une femme brisée qui avait tout perdu. Et à cet instant, face à son reflet dévasté, Maya prit une décision. Le lendemain, elle irait à la banque. Elle ouvrirait ce coffre-fort. Elle découvrirait ce que son père voulait dire par être un ange gardien, par être protégé, par ne jamais être impuissant. Parce qu'à cet instant précis, elle se sentait la personne la plus impuissante au monde. Son téléphone vibra. Un message de Marcus. Au fait, il faut qu'on parle quand je rentre. Quelque chose d'important. Ces mots, ceux qui n'annoncent jamais rien de bon. Maya savait ce qui allait se passer. Elle le sentait au plus profond d'elle-même, comme on sent l'orage approcher. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne pouvait absolument pas savoir, c'est que dans exactement 18 heures, son monde entier basculerait d'une manière inimaginable. Le lendemain matin arriva trop vite et trop lentement à la fois. Maya n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit sur le canapé de son père, serrant sa veste contre elle, fixant le plafond, attendant le retour de Marcus. Il ne revint jamais. À 6 heures du matin, son téléphone vibra. Un message s'affichait, « Def passe à 9 heures. Il faut qu'on parle. C'est important. » Les mains de Maya se posèrent sur son ventre. Son bébé, sa petite fille, comme le médecin le lui avait annoncé la semaine dernière, donnait de forts coups de pied, comme si elle pouvait ressentir la peur de sa mère. « Tout va bien se passer, ma chérie, » murmura Maya. « Tout ira bien. Ton grand-père l'a promis. Il faut juste faire confiance au plan. » Mais elle n'en avait aucune idée. À 8h30, Mia se força à prendre une douche, à enfiler des vêtements propres, à ressembler à une personne plutôt qu'à un fantôme. Elle choisit une simple robe noire, la même qu'elle portait aux funérailles la veille, car tout le reste lui paraissait trop gai, trop vivant pour ce qu'elle ressentait intérieurement. Elle se prépara un café qu'elle ne boirait pas. Elle s'assit à la table de la cuisine et attendit. Marcus arriva à 9h15, ce qui signifiait qu'il l'avait fait attendre exprès. Un jeu de pouvoir. Elle le reconnaissait maintenant. Elle se demanda combien d'autres petites cruautés elle avait ignorées en l'aimant. Il avait bonne mine, l'air reposé, comme s'il n'avait pas assisté aux funérailles de son beau-père la veille. Il portait du parfum, un parfum cher qu'il n'avait jamais mis en sa présence. Un instant, Maya se demanda s'il avait passé la nuit avec Vanessa. « Salut », dit-il sans vraiment la regarder dans les yeux. « Comment tu te sens ? » « Comment crois-tu que je me sens, Marcus ? J'ai enterré mon père hier. »« Ah oui. » Il s'assit en face d'elle et elle le vit alors, le dossier dans sa main. Manille, un document officiel, du genre de ceux qu'utilisent les avocats. Son cœur se mit à battre la chamade. « Écoute, il n'y a pas de façon simple de dire ça. » Il fit glisser le dossier sur la table. « Je veux divorcer. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Même si elle le savait, même si elle s'y attendait, les entendre à voix haute les rendit réels d'une manière qui lui coupa le souffle. « Quoi ? Je ne suis pas heureux, Maya. Je ne l'ai pas été depuis longtemps. » Sa voix était comme préparée, comme s'il avait répété ce discours. On s'est éloigné. Tu es tellement obsédée par la maladie de ton père, et moi, j'ai juste besoin de quelque chose de différent. Mon père est mort hier. Sa voix ne ressemblait plus à la sienne. Hier, Marcus, et tu me demandes le divorce aujourd'hui ? Le moment est mal choisi. Vraiment mal choisi ?
Elle laissa échapper un rire brisé. Je suis enceinte de 6 mois de ton enfant. Mon père, le seul membre de ma famille qui me restait, vient de mourir. Et le moment est vraiment mal choisi. Je sais que c'est difficile, mais prolonger les choses n'arrange rien. Il utilisait maintenant son ton de vendeur, celui qu'il employait pour conclure des affaires. J'ai déjà parlé à un avocat. Ça peut être simple. Claire. Tu gardes l'appartement. Je paierai la pension alimentaire. On pourra tous les deux tourner la page. Tourner la page. Les mains de Maya tremblaient. Tourner à quoi? À qui? Elle sortit son téléphone, ouvrit Instagram et le posa sur la table. Le visage de Marcus se figea soigneusement. Maya. Combien de temps? Sa voix monta. Depuis combien de temps couches-tu avec ton patron pendant que je voyais mon père mourir? Ce n'est pas ça. Alors, c'est quoi? Elle criait maintenant, chose qu'elle ne faisait jamais. Dis-moi, Marcus, c'est quoi de tromper sa femme enceinte pendant que son père se meurt d'un cancer? C'est quoi d'assister à ses funérailles et de faire la fête avec sa maîtresse? C'est quoi? N'envenime pas les choses. Il serra les dents. Je n'avais pas prévu que ça arrive. Vanessa et moi, on a une connexion que toi et moi n'avons jamais eue. Elle a du succès, elle est ambitieuse, elle a un bel avenir devant elle. Elle comprend la vie que je souhaite. Chaque mot était un coup de poignard. Et moi, qu'est-ce que je suis? La voix de Mia s'est brisée. Qu'est-ce que j'étais pour toi? Tu étais ma femme. Au passé. Tu es une bonne personne, Maya. Vraiment. Mais tu n'as jamais été suffisant. Pas pour la vie que je veux construire. La cruauté de la situation lui coupa le souffle. Je suis enceinte de ton enfant. Je sais. Et je subviendrai aux besoins du bébé. Je ne suis pas un monstre, mais je ne peux pas rester dans un mariage qui me rend malheureuse simplement à cause de la biologie. Il se leva et boutonna sa veste. Signez les papiers. Mon avocat vous contactera pour les détails. Je passerai ce week-end récupérer mes affaires. Marcus, s'il te plaît. Elle détestait la supplication dans sa voix. Elle la détestait encore maintenant, même après tout ce qui s'était passé. Une partie d'elle voulait qu'il reste. Il la regarda, puis la regarda vraiment, et ce qu'elle vit dans ses yeux était pire que de la colère. C'était de la pitié. Tu vas t'en sortir, Maya. Tu es forte. Tu trouveras une solution. Et puis il est parti. Il est simplement sorti. La laissant là, enceinte de 6 mois, orpheline depuis peu, avec les papiers du divorce sur la table et un avenir qui ressemblait à un gouffre sans fond. Maya restait assise en silence, les mots de son père résonnant en elle. Je le vois dans ses yeux. Il te regarde comme si tu étais un fardeau. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Salut Maya, c'est Vanessa. Je sais que ça doit être difficile pour toi, mais Marcus et moi sommes amoureux. Nous apprécierions ta discrétion et ta coopération pendant cette transition. Nous aimerions tourner la page au plus vite. Merci de ta compréhension. Quelle audace! Une audace à couper le souffle. Quelque chose a changé chez Maya. Puis, une sensation froide, claire et tranchante. Elle prit ses clés, attrapa la veste de son père et se rendit à la First National Bank. Il était temps de découvrir ce que son père avait voulu dire par « ne jamais être impuissant ». La banque était ancienne et imposante, avec ses sols en marbre et ses plafonds cathédrales. Maya s'approcha du guichet d'information, son ventre arrondi en avant, et dit « Je dois accéder au coffre-fort 1247 ». Les doigts de la femme volaient sur son clavier. Puis elle s'arrêta, leva les yeux vers Maya d'un regard neuf. « Un instant, s'il vous plaît. Je dois appeler le directeur. » Un homme en costume élégant apparut quelques minutes plus tard. « Mademoiselle Richardson, je suis Gerald Whitmore, directeur d'agence. Veuillez me suivre. » Il la conduisit dans un bureau privé, ouvrit le coffre à l'aide de 2 clés, puis s'éclipsa discrètement. À l'intérieur se trouvait une grande enveloppe. Les mains de Maya tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. La première chose qu'elle vit fut une lettre écrite de la main de son père. Mais en dessous, il y avait des documents. Tant de documents, des certificats d'action, des titres de propriété, des relevés bancaires avec des chiffres incompréhensibles. Elle lut d'abord la lettre. « Ma très chère Maya, si tu lis ceci,
Je suis partie et tu es probablement perdue, peut-être effrayée, certainement en deuil. Je suis tellement désolée de ne pas être là pour t'expliquer tout ça en personne, pour te prendre dans mes bras pendant que tu assimiles la nouvelle, pour voir ton visage quand tu comprendras qui tu es vraiment. Mais ma chérie, il est temps que tu saches la vérité sur la famille Hartwell, sur moi, sur tout ce dont je t'ai protégée et tout ce pourquoi je t'ai protégée pendant toutes ces années. Maya lut le texte en entier, les larmes ruisselant sur ses joues, son esprit peinant à comprendre ce que son père lui disait. Il s'appelait James Hartwell III, héritier d'un empire de 3 milliards. À 23 ans, il avait tout plaqué pour épouser sa mère, celle que sa famille jugeait indigne de lui. Il avait changé de nom, trouvé un emploi de concierge, construit une vie authentique fondée sur l'amour plutôt que sur l'argent. Mais il n'avait jamais renoncé à son héritage. Il l'avait simplement dissimulé, géré discrètement par des avocats, laissé fructifier, protégé pour elle, et 3 semaines avant sa mort, sachant ce que Marcus ferait, il avait tout restructuré, placé l'intégralité de ses biens dans une fiducie irrévocable à laquelle Marcus ne pourrait jamais toucher, même s'ils étaient encore mariés. Valeur totale de la succession, estimation actuelle, 5,2 milliards. Damaya lut ce chiffre. 5 milliards. Son père, son papa, qui avait mangé des ramen pour le dîner afin qu'elle puisse prendre des cours de danse, possédait une fortune de 5 milliards de dollars, et il lui avait légué la totalité de sa fortune. Un dernier paragraphe de la lettre la fit éclater en sanglots. Je sais ce que Marcus va faire, ma chérie. Je le vois dans ses yeux depuis des mois. Il va te quitter. Il va te faire souffrir tellement que tu remettras tout en question. Mais il faut que tu comprennes une chose. Son départ est le plus beau cadeau qu'il puisse te faire. Parce que maintenant, tu sauras. Tu sauras que lorsqu'il a choisi de partir, il n'imaginait pas ce qu'il laissait derrière lui. Il t'a quitté parce qu'il te croyait pauvre. Parce qu'il te croyait faible. Parce qu'il pensait pouvoir trouver mieux. Et Maya, ma fille chérie, je te demande de le laisser partir. Laisse-le épouser sa maîtresse. Laisse-le se construire une petite vie. Et quand tu seras prête, quand tu auras guéri, tu lui montreras, à elle et au monde entier qui est vraiment Maya Richardson Hartwell. Non pas par cruauté, non pas par vengeance, mais en bâtissant une vie si belle, si riche de sens, si puissante qu'ils passeront le reste de leurs jours rongés par les regrets. C'est la philosophie Hartwell. Nous ne détruisons pas nos ennemis. Nous devenons simplement si magnifiques qu'ils se détruisent eux-mêmes. Fais confiance au plan, ma chérie. Je t'aime plus que tous les milliards d'êtres humains. Papa. Maya resta assise dans cette pièce pendant 2 heures, lisant et relisant chaque document, chaque lettre, chaque élément de la vie secrète de son père. Puis elle sortit son téléphone et appela le cabinet d'avocats dont la carte était jointe au document, Hartwell et Associés. Un homme répondit immédiatement. Mademoiselle Richardson, nous attendions votre appel. Je suis Harold Ashford, l'avocat de votre père et votre cousin. En fait, votre père était mon oncle James. J'aimerais beaucoup vous rencontrer pour tout vous expliquer et entamer le transfert de patrimoine. Demain vous conviendrait-il? Demain? La voix de Maya était faible. Mon mari m'a demandé le divorce ce matin même. Je sais, répondit Harold d'une voix douce. Ton père l'avait prédit. Il m'avait demandé de préparer quelque chose de spécial pour cette éventualité. Maya, je suis vraiment désolée pour ta perte. Ton oncle James était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Mais je te promets, il veille toujours sur toi. Tout est en ordre. Tout va bien se passer. Maya raccrocha et resta assise en silence, la main sur le ventre, l'esprit bouleversé. Marcus avait demandé le divorce car il la croyait sans ressources, et pensait que Vanessa, avec son salaire à 6 chiffres et ses vêtements de créateur, serait un meilleur choix. Il était loin de se douter qu'il venait de renoncer à 5 milliards de dollars. Et demain, Maya allait enfin comprendre ce que cela impliquait. Mais d'abord, elle devait signer les papiers du divorce. Elle devait le laisser partir. Non pas par faiblesse, mais parce que son père lui avait appris une leçon que Marcus ne comprendrait jamais. Le vrai pouvoir ne se manifeste pas. Il attend. Il observe. Il agit au moment opportun. Maya rentra chez elle en voiture, signa chaque page que Marcus lui avait laissée et les glissa dans une enveloppe adressée à son avocat. Elle ouvrit alors son ordinateur portable et acheta un billet pour New York pour le lendemain matin. Harold Ashford avait proposé de lui envoyer un jet privé, mais Maya avait refusé.
Elle n'était pas encore prête pour ce monde-là. Elle avait besoin d'une journée de plus pour être la Maya de son enfance. Une journée de plus avant que tout ne bascule. Son téléphone vibra. Un message de Marcus. « Tu as signé ?» Elle répondit « Oui, tu es libre. » Sa réponse ne tarda pas. « Merci d'avoir été raisonnable. J'espère que vous trouverez le bonheur. » Maya fixa ces mots, leur cruauté désinvolte, l'idée qu'ils lui rendaient service, qu'elle devait lui être reconnaissante. Elle supprima le message sans répondre. Elle ouvrit alors Instagram et consulta une dernière fois le profil de Vanessa. La dernière publication la montrait avec Marcus dans ce qui semblait être une bijouterie. La légende disait « Quand on le sait, on le sait. » Fiancé, un nouveau départ. Il s'était fiancé. Le jour même où il avait demandé le divorce, probablement le jour même où Mia avait enterré son père. Mia sentit quelque chose changer en elle. Plus de colère, plus de douleur. Quelque chose de plus froid, de plus patient, quelque chose que son père lui avait inculqué toute sa vie, même si elle n'en avait pas compris le but. La dignité face à la cruauté. La grâce sous la pression, la vision à long terme. Elle a commenté la publication. Félicitations. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur que vous méritez. Chaque mot était sincère. En moins d'une heure, la publication a fait le tour du web. Les personnes qui connaissaient Mia, qui savaient qu'elle venait de perdre son père et son mari la même semaine, exprimaient leur indignation. La section commentaires de Vanessa est devenue un véritable champ de bataille. Maya éteignit son téléphone et alla se coucher dans l'appartement de son père, enveloppée dans sa veste, la main sur son ventre. « Ton grand-père était un homme intelligent », murmura-t-elle à son bébé. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il faut juste faire confiance au plan. Dehors, le tonnerre grondait. Un orage approchait, mais Maya Richardson Hartwell était prête. Le cabinet d'avocats Hartwell & Associates occupait tout le 47e étage de la Sterling Tower à Manhattan. Le lendemain matin, lorsque Mia sortit de l'ascenseur, tout n'était que verre et chrome, et régnait un calme que seul l'argent peut acheter. La réceptionniste leva les yeux et son expression changea aussitôt. Mademoiselle Hartwell, Richardson, corrigea Maya machinalement. On la conduisit dans un couloir bordé de portraits d'hommes à l'air sévère en costume, des Hartwell, ses ancêtres. Et puis, au bout du couloir, elle le vit. Le portrait d'un jeune homme au regard doux et au sourire radieux. Son père, jeune et riche, avant qu'il ne quitte tout cela. Un homme distingué d'une soixantaine d'années s'avança, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux. « Maya, je suis Harold Ashford, ton oncle Harry. Ton père était mon oncle. » Il la conduisit dans une salle de conférence où deux autres personnes attendaient, une femme à l'œil vif et un jeune homme avec un ordinateur portable. « Voici Patricia Whitmore, ta conseillère financière, et David Chen, ton comptable. Il gère le patrimoine de ton père depuis 15 ans. Il travaille pour toi. » Au cours des heures suivantes, ils expliquèrent tout à Maya. Elle possédait des actions majoritaires dans 17 grandes entreprises, des biens immobiliers commerciaux dans 12 États, un portefeuille d'actions d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, une collection d'art estimée à 400 millions de dollars et des actifs liquides totalisant 600 millions de dollars. « Votre père a tout restructuré 3 semaines avant sa mort, » dit Harold d'une voix calme. Le lendemain de la visite de Marcus à l'hôpital, Maya en resta bouche bée. Marcus lui avait rendu visite? Il m'avait dit qu'il n'avait pas pu se libérer à cause du travail. Le visage des Harold s'assombrit. Il a passé 15 minutes à se plaindre des factures d'hôpital, du mauvais timing de cette grossesse, et de la pression qu'il subissait au travail. Il a demandé si ton père avait une assurance vie pour compenser ses frais. Ton père a tout entendu. Le lendemain, il m'a appelé et s'est assuré que Marcus ne puisse jamais toucher un centime. Maya sentit des larmes couler sur ses joues. Il le savait. Harold fit glisser une dernière lettre sur la table. Marcus n'est pas parti parce que tu n'étais pas à la hauteur. Il est parti parce qu'il n'était pas à la hauteur. Maintenant, relève-toi, non par vengeance, mais parce que tu es un ange gardien. Construis quelque chose de beau. Aide les gens. Et quand Marcus verra ce que tu es devenu, souris. Car leurs regrets ne sont pas ton fardeau. Vis pleinement. C'est la meilleure des vengeances. Maya s'essuya les yeux. Je veux aider les femmes en difficulté,
les mères célibataires, les femmes qui se sentent impuissantes et seules. Je veux commencer immédiatement. Ton père a déjà créé une fondation dotée de 500 millions de dollars, dit Patricia doucement. Tout est prêt quand vous le serez. Ensuite, je serai prête. Mais d'abord, j'aimerais organiser un dîner pour les partenaires potentiels et les membres du conseil d'administration. Maya a consulté le profil LinkedIn de Vanessa. Directrice marketing senior, brillante, très bien connectée. Exactement le genre de personne qu'une nouvelle fondation souhaiterait rencontrer, n'est-ce pas? Le sourire des Harold s'est mué en une expression de compréhension, tout comme celui de son nouveau mari, bien sûr. 3 semaines plus tard, d'élégantes invitations arrivèrent à 50 adresses soigneusement sélectionnées. La fondation Richardson Hartwell vous invite cordialement à un dîner de gala intime, le vendredi 15 octobre à 19 h au Metropolitan Club. Vanessa la montra aussitôt à Marcus, les yeux brillants. Ce serait un atout considérable pour ma carrière si je pouvais intégrer leur conseil d'administration. Elle a confirmé sa présence dans l'heure. Le Metropolitan Club incarnait l'élégance d'une vieille aristocratie. Au plafond, lustre en cristal, le pouvoir s'exprimait avec subtilité. Maya arriva en avance, vêtue d'une robe de grossesse vert émeraude, ses boucles d'oreilles en diamant ayant appartenu à sa grand-mère Hartwell scintillant à ses oreilles. Elle était enceinte de 7 mois et ne s'était jamais sentie aussi forte. À 19h15, Marcus et Vanessa entrèrent. Maya les aperçut avant qu'ils ne la voient. Marcus semblait mal à l'aise au milieu de cette opulence ostentatoire. Vanessa, confiante dans sa robe rouge de créateur, scrutait la salle à la recherche de personnes importantes à impressionner. Harold s'avança. « Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter notre fondatrice et directrice, Mademoiselle Maya Richardson Hartwell. » Maya s'avança. Tous les regards se tournèrent vers elle, y compris ceux de Marcus et de Vanessa. Elle vit la reconnaissance les frapper, le visage de Marcus se décolorer, le sourire de Vanessa se figer et se briser. « Merci à tous d'être venus, » dit Maya d'une voix assurée. « Il y a 3 mois, j'ai perdu mon père, concierge dans une école primaire, qui m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas à l'argent, mais aux vies que l'on influence et à l'intégrité dont on fait preuve. Ce que j'ignorais, c'est que mon père, James Hartwell III, avait renoncé à la fortune familiale il y a 35 ans pour épouser la femme qu'il aimait. Il a choisi l'amour plutôt que l'argent. Il m'a inculqué les mêmes valeurs. » Marcus serra le dossier d'une chaise, les jointures blanchies. À sa mort, il m'a légué l'intégralité de sa fortune, estimée à environ 5,2 milliards. Mais surtout, il m'a confié la mission d'aider les femmes qui se sentent impuissantes et abandonnées. Car il y a 3 mois, j'étais l'une d'elles. Le regard de Maya croisa directement celui de Marcus. J'étais enceinte de 6 mois, en deuil de mon père, lorsque mon mari m'a demandé le divorce. Il m'a dit que je ne serais jamais à la hauteur, qu'il avait trouvé mieux, une femme brillante, ambitieuse, promise à un bel avenir. Vanessa portait la main à sa bouche. Il a divorcé, pensant que je ne valais rien. Et je l'ai laissé partir parce que mon père m'a appris qu'on ne peut pas perdre ce qui nous appartient vraiment, et qu'on ne peut pas garder ce qui n'était pas destiné à rester. Cette fondation est pour toutes les femmes qui ont été sous-estimées. À qui on a dit qu'elles n'étaient pas assez bien. Parce que parfois, ceux qui vous quittent vous rendent le plus grand service de votre vie. Elle leva son verre. À un nouveau départ, à la prise de conscience de ta valeur. La salle a retenti d'applaudissements. On s'est précipité pour la féliciter. Au fond, Marcus et Vanessa restaient figés, regardant la femme qu'ils avaient été conduite devenir le centre d'un monde qui leur serait toujours inaccessible. Marcus a saisi le bras de Vanessa et l'a entraînée vers la sortie. Ils arrivèrent au parking avant que Vanessa ne perde son sang-froid. Son cri résonna contre les murs de béton brut, emplis d'horreur. « Oh mon Dieu, Marcus, tu as quitté un milliardaire. Tu as divorcé d'un milliardaire pour moi. Que avons-nous fait ? » Je ne savais pas. Tu ne savais pas. Vanessa était hystérique. Son père était concierge. Tu avais dit qu'elle était pauvre. Tu disais qu'on remontait en gamme. Elle était pauvre. Comment j'étais censé le savoir ? Tu l'as quittée alors qu'elle était enceinte. Tu m'as épousée 24 heures après la mort de son père. Et elle vaut 5 milliards de dollars. Ce que tu as perdu, rétorqua Marcus. Tu m'as poussé à la quitter. Parce que tu m'as dit qu'elle n'avait rien,
dit Vanessa d'une voix brisée. Je suis la maîtresse dans une histoire où l'épouse est l'une des personnes les plus riches de l'État. Ma réputation, ma carrière, tout est détruit. Elle regarda son alliance et rit amèrement. Je croyais avoir gagné, mais elle t'a laissé partir parce que tu n'étais rien et elle le savait avant nous. Vanessa retira son alliance et la lui jeta au visage. Je ne peux pas rester mariée à un homme assez stupide pour divorcer d'une milliardaire. C'est fini. Vanessa, attends. Mais elle était partie, laissant Marcus seul avec l'écho de ses cris et le poids de la plus grande erreur de sa vie. À l'étage, Maya recevait des promesses de soutien, sentant son bébé bouger fort et en pleine santé. Harold s'approcha avec un sourire entendu. Ils partirent rapidement. Vanessa hurlait dans le parking souterrain. Maya ne ressentait rien. Ni satisfaction, ni triomphe, juste une certitude sereine. Mon père m'a dit un jour que la meilleure vengeance est de se construire une vie si belle que ses ennemis se détruisent en la voyant. Il serait très fier de toi. Je le sais. Je le sens. 2 mois plus tard, Mia donna naissance à Naomi James Richardson Hartwell. Marcus bénéficiait de visites supervisées car Mia estimait que sa fille méritait de connaître son père, même s'il s'était révélé indigne de faire partie de sa vie. Vanessa a déménagé à Boston pour échapper au scandale, a fait faillite, a accepté un emploi moins bien rémunéré où personne n'était au courant des cris dans le parking, et Maya a transformé sa fondation en une organisation aux multiples facettes. 200 femmes ont bénéficié de son aide dès la première année, les loyers ont été payés et l'espoir est revenu. 5 ans plus tard, Naomi a fait sa rentrée en maternelle dans l'école où son grand-père avait travaillé comme concierge. Marcus arriva pour la déposer, observant sa fille entrer dans l'immeuble, pleine d'assurance. « Elle est formidable », murmura-t-il. « Oui, acquiesça Mia. Elle l'est. » Il aurait voulu lui dire qu'il avait changé, qu'il comprenait maintenant, qu'il donnerait tout pour une seconde chance. Mais Mia avait les yeux rivés sur sa fille, et il comprit qu'elle ne pensait pas du tout à lui. Elle avait gagné non pas en le détruisant, mais en construisant une vie si riche, si pleine de sens, que sa présence ou son absence n'y changeait rien. Maya se tenait là, baignée par la lumière du matin, les paroles de son père résonnant en elle. « Tu n'es jamais seule. Tu n'es jamais pauvre. Tu n'es jamais impuissante. » Et elle savait qu'il avait raison, non pas à cause de sa fortune, mais parce qu'il lui avait appris que la véritable force vient de l'intérieur. La véritable richesse se mesure à l'amour, et ceux qui vous quittent vous laissent la place pour la vie que vous étiez destiné à vivre. Alors, si vous vous êtes déjà senti abandonné, trahi, ou si l'on vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, souvenez-vous de l'histoire de Maya. Parfois, ceux qui s'éloignent vous rendent le plus grand service de votre vie. À présent, j'aimerais vous entendre. D'où regardez-vous cette vidéo? En train de jouer au Lego, à New York, à Londres, ailleurs? Indiquez votre localisation dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché si elle vous a rappelé que vous êtes plus fort en que vous ne le pensez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne plus jamais manquer une histoire comme celle-ci, car vous n'êtes jamais impuissant en Vous ne le savez peut-être pas encore. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas que la meilleure vengeance, c'est de vivre.